Bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre édition du 22h au sommaire de ce journal. Le chef de l'État reçoit une délégation de haut niveau de l'État arabe d'Égypte. Également dans ces titres, sécurité nationale et reconnaissance du mérite, le chef d'état-major général des armées aux avant-postes pour soutenir ses troupes. Et aux nouvelles du monde, 6 femmes africaines ont été mises à l'honneur suite à leurs innovations numériques. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Le président de la République, son Excellence Paul Marguerite, a reçu aujourd'hui au Palais de la République une délégation égyptienne conduite par le vice-premier ministre chargé du développement industriel et ministre de l'Industrie des Transports, M. Kamel Abdel Hadi Al-Wazir. Audience entre les deux parties qui ont permis de faire de l'État des relations de fraternité et de coopération entre la République de Djibouti et la République arabe d'Égypte. Des échanges entre les deux parties ont porté sur les voies et moyens de renforcer, de développer davantage les partenariats bilatéraux dans plusieurs domaines, notamment le secteur économique, commercial, la formation ainsi que les énergies renouvelables. À cette occasion, le vice-premier ministre égyptien a transmis au président de la République les salutations fraternelles du président égyptien. Il a également souligné que les relations entre Djibouti et l'Égypte constituent une illustration exemplaire du haut niveau de fraternité unissant les deux pays et les deux peuples. A noter que le vice-premier ministre égyptien a également pris part à l'inauguration du centrale solaire photovoltaïque d'une capacité de 330 kW destinée à fournir de l'électricité aux habitants de Umar Jagar dans la région d'El Sebi. Côté djiboutien, notant donc la présence entre cette rencontre, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdelkader Hussein Omar, du ministre des Infrastructures et de l'équipement, Hassan Mohamed Kamid, de l'ambassadeur de Djibouti auprès de l'Égypte et représentant permanent auprès de la Ligue arabe, Ahmed Ali Berri, ainsi que le président des ports et des autorités et des zones franches. Autre nouvelle du pays, la réaction internationale qui se multiplie pour rejeter la reconnaissance de l'entité d'Israël du Somaliland dans un contexte de mobilisation diplomatique accrue face aux répercussions de cette décision au niveau régional et international. L'Union européenne a réaffirmé la nécessité de l'unité et la souveraineté ainsi que l'intégrité territoriale de la République fédérale de la Somalie, soulignant la préservation de son unité, constituant donc un pilier essentiel dans la stabilité de la région de la Corne de l'Afrique. Elle a mis en garde contre toute initiative susceptible de compromettre ce processus et d'aggraver les tensions existantes. Dans le même contexte, les États-Unis ont réitéré leur position en faveur de l'unité territoriale de la Somalie et son intégrité. Sur le plan arabe, islamique et africain, la Ligue arabe et le Conseil de coopération des pays du Golfe, ainsi que l'IGAD et l'OICI et l'Union africaine et autres pays ont exprimé leur rejet ferme de la démarche israélienne, estimant qu'elle constitue un précédent dangereux et une menace directe pour la paix et la sécurité dans la région de la Corne de l'Afrique et ainsi que la mer Rouge. Dans le cadre des efforts diplomatiques, le Conseil de la Ligue des États arabes tient une réunion extraordinaire au niveau des représentants permanents afin d'examiner les conséquences de cette reconnaissance et de réaffirmer la position arabe commune. Par ailleurs, une session urgente du Conseil de sécurité des Nations Unies est attendue pour débattre de cette question à la demande des autorités somaliennes. Également dans le même optique, la communauté d'Afrique de l'Est a déclaré reconnaître sans équivoque la République fédérale de la Somalie comme État souverain, unitaire et indivisible, conformément aux frontières héritées lors de son indépendance. Cette position, conforme aux chartes de l'Union africaine et ainsi qu'aux résolutions relatives à la souveraineté et à l'intégralité territoriale de la Somalie. Et lors d'une intervention, le président somalien Hassan Sheikh Mohamud a réaffirmé avec force l'engagement indéfectible de la Somalie à défendre sa souveraineté. Écoutons.
Le président somalien Hassan Sheikh Mohamud a réaffirmé avec force l'engagement indéfectible de la Somalie à défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale. Lors d'un discours qu'il a prononcé au Parlement, pour les autorités, la sécurité nationale demeure une priorité absolue, condition essentielle à la paix et à la stabilité du pays. Il a envoyé un message d'avertissement au Premier ministre israélien afin de ne pas faire une extension du problème au Moyen-Orient vers les territoires de la République fédérale de la Somalie. Dans un contexte régional marqué par des défis sécuritaires persistants, Mogadiscio mise sur le renforcement de la coopération avec les pays voisins afin de lutter efficacement contre le terrorisme, la piraterie et les menaces transfrontalières. La stabilité régionale est perçue comme une responsabilité partagée, nécessitant une réponse collective et coordonnée. Sur le plan international, le chef de l'État a plaidé pour l'approfondissement des relations diplomatiques et un engagement accru avec les partenaires et les organisations internationales. Objectif, mobiliser les soutiens politiques, techniques et financiers indispensables au renforcement des capacités nationales de défense et à la reconstruction de l'État. Face aux menaces extérieures, le gouvernement a affirmé adopter une posture proactive. Le renforcement du renseignement, la coopération internationale en matière de lutte antiterrorisme ainsi que la formation et l'équipe des forces armées somaliennes figurent au cœur de cette stratégie. Par ailleurs, les autorités ont souligné que la sécurité durable passe aussi par le développement socio-économique. Les investissements dans les infrastructures éducatives et l'économie sont présentés comme des leviers majeurs pour consolider la stabilité, à bâtir une résilience nationale sur le long terme. Enfin, le président a appelé à une mobilisation citoyenne, renforcer la participation collective, civique, la sensibilisation du public et la promotion de l'unité nationale sont encouragés afin de faire que chaque citoyen, un acteur de la défense de la coalition et du pays. Un message clair pour la Somalie, la sécurité, le développement et l'unité nationale sont indissociables. Au niveau de la capitale somalienne de Mogadiscio, le Parlement somalien a tenu aujourd'hui une session extraordinaire pour discuter de la réponse aux répercussions de la déclaration israélienne reconnaissant donc la Somaliland. Selon notre correspondant en Somalie, les députés somaliens ont réagi à la décision israélienne que l'on considère comme une agression flagrante contre la souveraineté somalienne. En effet, les parlementaires somaliens ont fermement rejeté l'annonce faite par Israël vendredi dernier reconnaissant la région de la Somaliland. Ils ont évoqué et vivement condamné cette décision qualifiée d'illégale, contraire à la légalité internationale. Les députés ont souligné que cette démarche constitue une violation flagrante des lois et usages internationaux, affirmant qu'ils n'accepteront en aucun cas toute mesure portant atteinte à la souveraineté et à l'unité territoriale. Dans le même contexte, les responsables politiques somaliens ont vivement dénoncé la décision prise par l'entité israélienne, le considérant comme une agression manifeste et une atteinte évidente aux droits du peuple palestinien frère, ainsi qu'une violation des principes de droit international garantissant le respect de la souveraineté des États et de l'intégrité de leur territoire. Dans le cadre des suivis permanents de la situation sécuritaire aux frontières nationales et de l'attention constante portée pour le bien-être des militaires déployés, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Sekresh Ibrahim, s'est rendu ce matin au poste avancé de Dadatou. Le CMGA est arrivé sur place à 6h30 accompagné d'une forte délégation militaire. Il a été accueilli avec les honneurs réglementaires par le chef d'état-major du régiment interarmé de Tajora, le colonel-major Ali Chim Daoud, ainsi qu'un piquet d'honneur constitué pour l'occasion. Mada ugu biyo calankiyo arladu kiyay irkanay
Au cours de cette visite, le chef d'état-major général des armées a procédé à une inspection de personnel et matériel au poste avancé. Il s'est informé directement des conditions d'exécution de la mission, du moral des troupes et dispositifs général des sécurités déployés le long de la frontière. Pour rappel, le poste avancé de Dedato, situé administrativement dans la région d'Obok, relève de la responsabilité militaire du régiment interarmé de Tajoura. Et au cours de cette visite, le chef d'état-major général des armées, Cheikh Ibrahim, a procédé à une cérémonie de remise de galons marquant ainsi l'avancement en grade de 33 militaires. Ces derniers sont distingués par leur professionnalisme, leur sens élevé du devoir, de leur engagement exemplaire dans la protection des frontières nationales, mais aussi par leur appui constant aux populations locales, contribuant ainsi à la sécurité et à la stabilité, ainsi qu'au renforcement de la confiance entre l'armée et les concitoyens de cette région. lagu gam'aanahay tiir la iirkadaanahay adiga haadantaanahay ololyo dabbaanahay onkodiyo colbaanahay adilaga baqaanahay seef laba aflaanahay geesi aaminaanahay indhihii dalkaanahay ololyo dabbaanahay onkodiyo colbaanahay adilaga baqaanahay seef laba aflaanahay geesi aaminaanahay indhihii dalkaanahay Cette reconnaissance qui traduit la volonté du chef d'état-major général des armées à valoriser le mérite, le courage, l'esprit de sacrifice des femmes et hommes qui servent la nation dans des conditions exigeantes. Également, le chef d'état-major général des armées, Cheikh Ibrahim, a érigé un discours poignant. Écoutons ensemble sa déclaration. J'aimerais saisir l'occasion de ma présence parmi vous aujourd'hui pour m'adresser à l'ensemble des personnels militaires où qu'ils se trouvent au service, en permission ou en mission. Nous devons faire preuve de bravoure et d'honneur afin d'être dignes de l'estime de nos camarades et de nos parents, de notre nation, de notre religion. C'est à ce prix que nous méritons l'honneur ici-bas par la grâce de Dieu, la récompense dans l'au-delà. Le fait de porter l'uniforme nous distingue des autres et la tête aux pieds. Il nous impose le devoir sacré de protéger notre patrie, notre dignité, notre honneur et notre nation et d'être prêt. Il faut mourir pour cette noble cause. À l'heure où certains pays se présentent comme des puissances mondiales, mais aussi nous sommes une puissance de plus encore et nous avons la foi. L'islam nous guide nos actions et renforce notre engagement. Nous sommes tenus d'agir avec honneur à tous les niveaux. L'image est unité qu'a su défendre avec fermeté et courage ce poste avancé. Mon déploiement a également pour objectif de vous adresser mes remerciements au nom du ministère de la Défense en particulier et du gouvernement de la République de Djibouti de manière générale pour les efforts de sacrifice consentis. Quant au terrorisme qui erre désormais leur pays, qui vivent dans la peur et la dignité, nous aussi, leurs familles et leurs compatriotes, ils ont abandonné à l'inquiétude. Mon message à leur attention est clair. S'ils sont djiboutiens, qu'ils reviennent chez eux, s'ils seront présentés aux autorités gouvernementales compétentes et je me porterai garant d'eux. Enfin, aux militaires basés à Dedato, je vous renouvelle mes remerciements pour votre professionnalisme et votre sang-froid et vous adresse et vous souhaite
Paix, sécurité et prospérité à vous ainsi qu'à vos familles. De retour de Dartouf vers Djibouti, le général, chef d'état-major général des armées, Chérez Ibrahim, a procédé à une seconde remise de galons au profit de 5 militaires n'avons pas pu être présents au poste ce matin en raison de blessures survenues dans le cadre de leur mission de protection du poste et leur activité opérationnelle quotidienne. Cérémonie qui s'est déroulée en présence du ministre de la Défense venu honorer personnellement ces militaires, témoignant ainsi de la reconnaissance des plus hautes autorités envers leur engagement et leur sens du devoir. À travers cette action, les forces armées djiboutiennes réaffirment leur engagement total pour la sécurité des frontières et la protection des populations, ainsi que les valorisations et qui, chaque jour, œuvrent avec courage et loyauté au service de la nation et de leurs compatriotes. tahay awoodii lagu harsanayay ma og tahay askariyo asaaskii nabadiyo abaabulihii guushi ambaqaadki noloshiyo eebadii dagaalkiyo indhihiina tagay ma og tahay askariyo Autre nouvelle du pays, à présent, le ministère du Budget a organisé un atelier à Djibouti Palace Kempinski consacré à la restitution des travaux de la phase pilote des budgets programmes couplés à la présentation de la feuille de route de la réforme à l'horizon 2026. Présidé par le ministre du Budget, cet atelier de haut niveau qui a réuni les ministres de l'Éducation ainsi que celui de la Santé et autres experts de hauts responsables de l'administration qui s'inscrit dans un atelier qui s'inscrit dans le dynamique de modernisation de l'État, de réforme de la gestion des finances publiques engagées par le gouvernement. Les discussions ont porté sur les principales innovations introduites par la loi organique relative aux lois de finances, les résultats de la phase pilote menée dans des secteurs de l'éducation, de la santé, ainsi que sur les conditions nécessaires à la généralisation de l'approche du budget programme. Prenant la parole, le ministre du Budget a souligné que la réforme budget programme constitue, je cite, un levier essentiel pour améliorer l'efficacité de l'action publique. Au budget programme, le moment venu. Donc cet atelier a également été l'occasion pour nous autres, experts avec les équipes concernées, de présenter à l'assistance les points phares de l'avant-projet de loi organique relative aux lois de finances, avec donc à la clé la mise en exergue des principales innovations attachées au budget programme. Et à l'issue de cet atelier, le ministre de l'Éducation est revenu sur l'importance du budget programme pour améliorer les performances du système éducatif. On l'écoute. La participation du ministère de l'Éducation nationale à la phase pilote des budgets programmes s'inscrit pleinement dans la vision de son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République de Djibouti, qui place donc le développement du capital au cœur des priorités nationales. Le secteur de l'éducation mobilise, c'est vrai, une ressource ou des ressources publiques importantes. Il est donc naturel que notre ministère s'engage pleinement dans une réforme visant à renforcer la performance, la transparence et l'efficacité de la dépense publique, afin de mieux répondre aux attentes de nos élèves, de nos enseignants et bien sûr de la famille éducative. Sachant que ce type de gestion axée sur le résultat n'est pas étrangère à mon département, puisque sur plusieurs projets, les équipes du ministère sont déjà habituées à travailler sur ce type
gestion. Et donc, cette phase pilote du budget programme a constitué donc une richesse supplémentaire pour nos équipes et une expérience bien sûr exigeante, un temps court que les équipes ont vraiment travaillé aux côtés des experts et aux côtés des équipes du ministère des Budgets. Donc ça a été certainement une expérience très enrichissante et elle nous permet à passer donc d'une logique centrée sur les moyens à une logique orientée vers les résultats, en clarifiant les objectifs, mais également les indicateurs de performance et la responsabilisation ou les responsabilités de gestion. Cette expérimentation a également mis en évidence l'importance du renforcement des capacités des équipes, de l'accompagnement technique et de la coordination étroite avec le ministère du Budget que je tiens ici à saluer. Et de son côté, le ministre de la Santé a mis en avant l'impact attendu de cette réforme sur l'efficacité des services de santé. Écoutons le ministre. Je voudrais d'abord remercier à mon tour le ministre du Budget pour son engagement constant dans la conduite de cette réforme du budget programme, lequel est aligné à la vision du chef de l'État, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, qui a placé bien sûr comme l'éducation nationale, la santé comme priorité nationale. Le ministère du Budget a joué un rôle central dans la coordination et l'accompagnement des départements sectoriels et donc la santé dans la mise en œuvre de cette réforme structurante. Cette réforme vise à améliorer la qualité des dépenses publiques et l'impact des politiques publiques sur les populations. Dans les secteurs de la santé, cette approche du budget programme constitue un levier essentiel pour mieux répondre aux besoins sanitaires de nos populations, renforcer l'efficacité des interventions, surtout aux populations les plus vulnérables et dans les régions les plus reculées du pays. Elle permet aussi d'assurer une meilleure traçabilité de ressources allouées, mais aussi de lier de manière plus cohérente les priorités sanitaires au budget et donc au programme budget et les résultats attendus. Cette phase pilote a été une étape déterminante. Elle a permis d'identifier des avancées notables, notamment la restructuration des programmes, la clarification des objectifs et la définition d'indicateurs de performance. Elle a également mis en évidence des défis à relever, tels que le renforcement des capacités, la disponibilité de données et la coordination entre les différents acteurs. Je tiens surtout à féliciter les équipes d'abord du ministère de la Santé, mais aussi celles du budget, pour leur implication active, pour leur appui technique, la méthodologie tout au long de ce processus. Cette collaboration a été essentielle pour garantir le succès de cette réforme. Et à son tour, le ministre du Budget a rappelé les enjeux majeurs de cette réforme et objectifs visés en matière de transparence des résultats. On écoute le ministre. L'atelier d'aujourd'hui a donc une portée à la fois technique et politique. Il vise d'une part à rendre compte en toute transparence des résultats et enseignements de cette phase expérimentale et d'autre part à présenter une feuille de route claire et maîtrisée à l'horizon 2026. Cette feuille de route n'est pas un simple document technique. Elle constitue un engagement politique du gouvernement à inscrire durablement la performance, la redevabilité et la transparence au cœur de la gestion publique. Je tiens à réaffirmer ici, à haute voix, que le ministère du Budget continuera pleinement à jouer son rôle au cours de cette réforme en étroite collaboration avec l'ensemble des départements ministériels et avec l'appui des partenaires techniques. Mesdames et messieurs, le budget programme n'est pas une fin en soi. Il est un outil au service de la vision du développement portée par le président de la République. Il est un levier
pour mieux répondre aux attentes de nos populations et pour renforcer la crédibilité de l'action publique. Je nourris l'espoir que les échanges de cet atelier, qui se caractérisent par leur franchise, par l'esprit constructif des participants, soient orientés vers l'action, ainsi que la prochaine étape, celle de 2026, marque véritablement le grand saut vers un budget, programme, une gestion axée sur le résultat et sur la performance. Également dans l'édition de ce 22h, une convention a été signée aujourd'hui pour la création du futur projet de l'Académie maritime régionale de Djibouti. Cérémonie qui s'est tenue entre le président des autorités de Horizon France, Bakoum Al-Hadi, et de l'Académie arabe des sciences et des technologies du transport maritime. Projet approuvé à l'unanimité par les États membres marque une étape majeure pour le développement du secteur maritime régional. Implanté à Djibouti, ce futur académie va pouvoir former des cadres techniciens spécialisés dans les métiers du maritime et portuaire au service de l'ensemble de la région. Pensée comme un centre d'excellence, elle ambitionne de renforcer les compétences et soutenir la recherche appliquée et d'accompagner la modernisation dans les opérations portuaires de la Corne de l'Afrique. L'Institut viendra ainsi combler le vide important dans une zone où le transport maritime demeure un levier essentiel du commerce et de la connectivité régionale. Ce projet incarne une vision commune, celle d'une Afrique capable de former ses propres experts et maîtriser ses flux logistiques. À ce jour, 54 officiers ont été diplômés par l'Académie arabe, dont 22 dernières étaient exclusivement des femmes. La future académie offrira donc une large gamme de formations spécialisées dans les domaines de sciences et de la technologie ainsi que de transport maritime. Forte de son expertise reconnue dans la sous-région, elle proposera des programmes de qualité ainsi que offrira donc des carrières réussies. Cette initiative qui s'inscrit dans la stratégie Djibouti visant à consolider son rôle de carrefour maritime entre l'Afrique, le monde arabe et l'Asie. Et dans une intervention énoncée à cette occasion, le président des ports et des autorités des zones franches, Bakoum Al-Hadi, a souligné l'importance du capital humain de formation de ces jeunes dans le domaine du maritime. Il a également rappelé qu'à ce jour, 54 officiers ont été diplômés par l'Académie arabe et que les 22 dernières lauréats ont été exclusivement des femmes. Poursuivant ses propos, il a également souligné que des pays beaucoup plus grands que le nôtre n'ont pas su ou réussi à investir dans ce domaine. Enfin, il a exprimé sa gratitude envers l'Académie arabe pour la création de cette branche exclusivement à Djibouti. Dans le dossier MAG de cette soirée à Djibouti, quand le monde parle d'or noir, le pays se mise sur une autre richesse qu'est l'or blanc. Au cœur donc du lac Assel, la ressource salée d'Afrique qui est devenue un véritable levier industriel, créateur d'emplois et de croissance. Un pari stratégique pour l'avenir porté par une vision claire du développement national. Immersion donc au cœur du l'or blanc de Djibouti. Voici un magazine de la rédaction commenté par Ali Abdellah. La République de Djibouti, un pays semi-aride où la pluviométrie compte parmi les plus rares au monde. Le pays révèle un décor minéral d'une intensité unique. Et au centre de cet univers minéral se dresse un site hors norme, le lac Assal, véritable capitale naturelle et moteur industriel en plein essor. À l'heure où le monde court après l'or noir, le pays valorise une ressource d'une pureté exceptionnelle, devenue en quelques années l'un des moteurs de l'industrie nationale. C'est ici, au cœur de ce paysage presque lunaire, où se déploie l'un des projets industriels les plus ambitieux du territoire. Tout commence le 10 décembre 2017. Sous la chaleur du lac Assal, le président de la République, Ismaël Marguelé, a posé la première pierre de 2 usines destinées à transformer les richesses du lac les plus salées d'Afrique. C'est le début d'une nouvelle ère. L'exploitation artisanale laisse place à une véritable stratégie industrielle. Sous l'impulsion du président de la République, son Excellence Al-Hajj Ismaël Marguelé, et
avec les partenariats stratégiques de la Chine, nous avons depuis 2017 mis en place une nouvelle stratégie. Ceci s'inscrit en effet dans le cadre de la politique gouvernementale de diversification de l'activité socio-économique de l'exploitation des ressources naturelles, au cœur du développement socio-économique et durable de notre pays. 2 ans plus tard, en décembre 2019, cette vision devient une réalité. Eh bien, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a inauguré la première usine de bromure de sodium du pays. Une installation unique en Afrique de l'Est. Et ce, sur les rives du lac, la saumure se transforme désormais en un produit à haute valeur ajoutée utilisé dans l'industrie, la médecine et la technologie. Ces projets industriels viennent solidifier notre croissance et notre développement durable, conformément bien sûr à la vision 2035 du gouvernement. Cette production de bromure de sodium sera complétée aussi par la production sur place de la soude caustique et du chlore. Plutôt que de se concentrer uniquement sur l'exploitation du sel brut, la société fait ainsi le choix de se focaliser sur la production de ses dérivés. Lors de la cérémonie d'inauguration, le président directeur général de SALT Investissement a remercié les autorités djiboutiennes de cette volonté politique, celle de transformer ce site en un véritable site industriel moderne. Dans une interview accordée à la radio-télévision nationale, le président directeur général de SALT Investissement est revenu sur ce projet important pour le gouvernement djiboutien et l'industrialisation du pays. En 2015, China Communication Construction Company a repris le développement de l'exploitation des sels industriels initialement laissés en suspens par une entreprise américaine. Après avoir acquis une participation dans SALT Investment, nous avons procédé à un ajustement stratégique passant de la production des sels industriels à la production des produits bromés. Nous avons établi avec succès un partenariat stratégique avec Shandong Hewang Chemical Co. pour la production des sels. Le succès des projets chimiques de brome témoigne également de l'amitié entre la Chine et Djibouti. Nous sommes ravis d'annoncer aujourd'hui notre nouveau partenaire stratégique. Nous sommes convaincus que l'arrivée de Beijing China Mining Jinfa Technology permettront de créer des emplois et d'améliorer les conditions de vie de la population et dynamiser l'économie locale. À partir de 2023, cette dynamique s'accélère avec la modernisation, l'extension, la diversification. Le bromure de calcium solide puis liquide entre en production. À ce jour, plus de 264 000 tonnes de produits ont déjà été exportés vers des continents comme l'Asie, le Moyen-Orient et plusieurs autres marchés. Ces exportations ont généré plus de 2 milliards de francs djibouti pour le trésor public. Le lac Assal s'impose comme un pôle industriel stratégique et surtout crée des emplois, des services se développent et toute la zone élan économique bénéfique aux populations locales. En 2025, un accord tripartite est signé en Chine et qui ouvre un nouveau chapitre de ce secteur industriel. En effet, le ministère de l'Énergie, chargé des ressources naturelles, SALT Investissement et Beijing China Mining Jinfa Technology lancent un vaste programme pour développer le sel industriel et alimentaire lors de cet accord tripartite. Ces projets ambitieux s'insèrent dans une vision globale de création d'un pôle économique majeur au lac Assal, intégrant l'extraction, la transformation et la logistique pour optimiser via les infrastructures portuaires du port de Gobetz l'acheminement de cette minerai pour l'exportation dans le monde. Avec cet accord, des nouvelles usines verront le jour avec une montée en puissance progressive, soit 500 000 tonnes, puis 1 million de tonnes et enfin 2 millions de tonnes par an. En tant que directeur général de Beijing China Mining Jinfa Technology, je suis très heureux de venir à Djibouti et de collaborer avec le gouvernement de Djibouti ainsi que SALT Investment au développement des précieuses ressources du pays.
Fort de notre expérience, de notre capacité à intégrer les ressources du secteur, nous espérons contribuer au développement de cette ressource précieuse. C'est un honneur et une responsabilité pour nous. Nous espérons que nos efforts conformément à l'engagement du gouvernement djiboutien de transformer ces atouts en ressources naturelles et en moteur de développement, d'améliorer les conditions de la vie de la population et de promouvoir la croissance économique. Un investissement de plus de 38 millions de dollars qui fera du lac Assal l'un des pôles d'exploitation du sel majeurs dans la région. Ce plan renforcera l'emploi, stimulera les PME locales et transformera la zone en un véritable point névralgique de l'économie djiboutienne. En moins de 10 ans, l'or blanc de Djibouti n'est plus seulement une ressource, c'est une vision économique, un levier industriel, un symbole d'avenir, fidèle à l'ambition du président de la République, Ismaël Marguerite, pour un développement moderne et durable. Santé à présent, le secrétaire général auprès du ministère de la Santé a présidé un atelier technique crucial consacré à l'analyse de la situation de ressources humaines en santé. Organisé par le ministère de la Santé avec l'appui technique de l'Organisation mondiale de la santé, autrement dit l'OMS, cette initiative qui vise à mieux structurer le marché du travail médical et paramédical dans le pays. L'objectif principal de cet atelier étant de réaliser une analyse approfondie des besoins du personnel soignant dans l'ensemble du système de santé. Les discussions ont porté sur l'adéquation entre les formations initiales et les réalités du marché de l'emploi afin d'assurer une couverture sanitaire efficace sur tout le territoire. La cérémonie d'ouverture a réuni plusieurs personnalités de haut niveau, dont Mohamed Ali Mohamed, secrétaire général auprès du ministère de la Santé, Fahad Hassan Farah, représentant par intérim de l'OMS, Abdelrahman Mohamed, directeur technique auprès de la CNSS, reflétant l'importance de l'enjeu. L'atelier qui a rassemblé une diversité d'acteurs publics, privés, garantissant une vision globale des défis du secteur. Le cadre du ministère de la Santé, la direction des ressources humaines, les responsables des hôpitaux et CHU. Forces de défense et de sécurité ainsi que les services de santé de forces armées djiboutiennes ont été présents. Des objectifs de développement durable et des priorités nationales de la santé. Conscient de ces enjeux, l'Organisation mondiale de la santé accompagne le gouvernement de Djibouti dans la mise en place d'approches fondées sur des données probantes afin d'orienter les politiques publiques en matière de planification, de production, de recrutement, de déploiement et de retention des ressources humaines pour la santé. L'analyse du marché des ressources humaines pour la santé que nous lançons aujourd'hui constitue une étape clé de ces dynamiques. Elle permettra de mieux comprendre l'offre et la demande en personnel de santé, les mécanismes de formation, des recrutements et de mobilité, ainsi que les interactions entre les différents acteurs publics et privés du secteur. À son tour, le secrétaire général auprès du ministère de la Santé a souligné que la qualité du système de santé repose essentiellement sur les compétences dispensées et la disponibilité de ressources humaines. On l'écoute. C'est pour moi un réel honneur de prendre la parole à l'occasion de cet atelier consacré à l'analyse de la situation de ressources humaines de la santé en République de Djibouti. Comme vous le savez, tous les responsables d'organisations sont aujourd'hui conscients que les ressources humaines sont des éléments essentiels d'une organisation, encore plus dans le système de santé. Le bon fonctionnement des systèmes nationaux de santé dépend de la qualité des ressources humaines, mais aussi de la façon dont ces dernières sont gérées. Le développement des ressources humaines pour la santé repose sur l'interaction des 3 processus suivants: élaboration des politiques et planification, l'éducation et la formation, mais aussi la gestion de ces ressources. L'organisation de cet atelier traduit notre volonté commune de disposer d'une analyse approfondie, objective et actualisée de la situation des ressources humaines de la santé dans notre pays. Il s'agit d'identifier les forces sur lesquelles nous pouvons nous appuyer, mais aussi les défis majeurs auxquels nous faisons face, notamment en matière de disponibilité, de répartition, de formation, de gestion et de rétention du personnel de santé. Les résultats attendus de ces travaux sont essentiels. Ils permettront d'éclairer la prise de décision stratégique, de renforcer la planification de ressources humaines de la santé et d'orienter les réformes nécessaires pour répondre efficacement aux besoins sanitaires de la population djiboutienne en cohérence avec les objectifs de la couverture sanitaire universelle et les engagements internationaux de notre pays.
Et nous partons pour la région de Bok qui a vu vibrer ce week-end au rythme d'une manifestation de soutien au président de la République, son Excellence Ismaël Maghili, candidat de l'UMP aux prochaines élections présidentielles. Cette mobilisation, symbole de solidarité et d'engagement, est une initiative de la société civile de Hayou. Et comme annoncé, la grande soirée culturelle et musicale s'est tenue sur l'esplanade du CDC, le centre de développement communautaire de cette région. À cette occasion, les Obokois et Obokois, fervents défenseurs de la politique du visionnaire du président de la République, se sont massivement réunis pour manifester leur soutien indéfectible au président de la République. Notables, jeunes, femmes et enfants, société civile et services déconcentrés qui ont répondu présents à l'appel du comité d'organisation. Cette soirée qui a débuté par la lecture du Saint-Coran, récitée par le Cadi de Bok, cher Awalou, suivi de l'hymne national. La troupe folklorique a ensuite présenté des danses traditionnelles dans les 3 langues du pays. Côté musical, l'icône nationale et fils de Hayou, Ahmed Mohamed Aman, dit Amanda, accompagné du grand artiste Hussein Haïlé, de l'étoile montante Mohamed Eish, ainsi que des jeunes chanteurs locaux ont enflammé la scène avec des chansons d'animation et surtout des morceaux dédiés au président de la République, son Excellence Ismaël Maghili. Les interventions se sont succédées au micro. Le chef du village, Abdallah Hassan Meke, ainsi que Moussa Hassan Haïsama, président de la jeunesse de Bokoise, Fatouma Hamadouf Yassine, président de l'annexe RPP, Kadiga Ibrahim Idriss, secrétaire général auprès du secrétaire d'État chargé au sport, Fatouma Mohamed Hamadou, parlementaire également, ont donc réaffirmé la confiance populaire et soutien indéfectible au président de la République pour ces nouvelles élections. Chacun a retracé donc les grandes réalisations du gouvernement conformément au choix de la continuité et exhorter la population de Hayou à se préparer aux élections prochaines d'avril 2026. نحن وراك إسماعيل كلنا وراك إسماعيل وهم معاك إسماعيل إذا وركت إذا وركت يبوزي إذا وركت إذا وركت إذا وركت يبوزي إذا وركت أني رسول الكرة يفكني Sundadari yufkune namine kumaru hoy sabinal namine yufkune Muhammadir Sundadari yufkune namine kumaru hoy sabinal Nandani amid mayan kuksa Mayan kuksa Warsa yahtani wagrihan Ummati tani bagarahe Warsa yahtani wagrihan Ummati tani bagarahe Dikku armi'i tani gurrale Kulilli habri barotiya Dikku armi'i tani gurrale kulilli habri barotiya Rasinki kahiya. Et place à l'actualité hors de nos frontières, notamment l'initiative Women Africa, Women in Digital Health, a récompensé 6 femmes africaines leaders de l'innovation en santé numérique mettant en lumière leur rôle moteur dans la transformation des systèmes de soins sur le continent. Sélectionnées parmi 337 candidates issues de 33 pays africains, ces lauréats apportent donc des projets innovants utilisant les technologies numériques pour améliorer l'accès, la qualité, la résilience des services de santé. À travers ce programme de mentorat qui vise à renforcer le leadership féminin et à soutenir des solutions durables adaptées aux réalités locales africaines. C'est sur cette information que nous refermons cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis et merci à l'équipe de la régie qui m'a accompagné. Bonne soirée à toutes et à tous.